Alors maintenant, allons directement, on prend notre sujet principal, cet appui financier qui est proposé par la CEDEAO aux États du Ligue Pacto Gourma, le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Comment comprendre cette position justement de la CEDEAO? Est-ce à dire que cette organisation a accepté aujourd'hui, accepte justement la dissolution du G5 Sahel? Est-ce à dire que la CEDEAO va, puisqu'on parlait de sanctions tout à l'heure, est-ce qu'elle pourrait lever un peu le pied en ce qui concerne ces sanctions? En tout cas, comment comprendre cette démarche aujourd'hui de cette organisation, Docteur Sango, comprendre la démarche de la CEDEAO, non seulement qui maintient quand même ces États sous sanctions, mais qui propose tout de même de les accompagner, d'accompagner cette nouvelle alliance qu'ils ont créée. Je pense que, il y a deux prismes importants qu'on pourrait privilégier pour essayer de comprendre Oui. analytiquement la démarche de la CEDEAO. Je parlerai, n'est-ce pas, ici du prisme juridique et du prisme, n'est-ce pas, politique. Vous savez que, du point de vue juridique, en réalité, nous voyons que la CEDEAO est dans une sorte d'incohérence parce que, au moment où elle est en train de brandir un financement d'aide à ces États du Sahel pour Oui. lutter contre le terrorisme, au niveau du soubassement, au niveau du socle juridique, cette organisation-là maintient encore les sanctions qui, du point de vue fonctionnaliste, n'est-ce pas ici, participent même à asphyxier cette dynamique de lutte contre le terrorisme. Donc vous voyez donc du point de vue juridique cette approche-là est incompréhensible. Il n'y a pas de cohérence. La CEDEAO aujourd'hui donne l'impression qu'elle est davantage une coque vide et qu'elle ne sait pas ce qu'elle fait. Alors, si du point de vue juridique, cette démarche-là ne peut pas être acceptable et Oui. acceptée, je pense que du point de vue politique, sous la grille politique, on peut donc comprendre cette démarche de la CEDEAO qui est une démarche essentiellement politicienne et géopolitique. Il ne faut pas oublier que la CEDEAO aujourd'hui, de par sa pratique fonctionnaliste, est une organisation qui travaille en phase avec l'Union européenne, j'ai envie de dire les pays occidentaux, est une organisation qui ne donne pas l'impression dans ses actions comme dans sa pratique d'être une organisation autonome. C'est une organisation qui semble être, n'est-ce pas ici, téléguidée et orientée par des dynamiques extérieures. Oui. Donc à partir de ce moment, nous comprenons donc qu'aujourd'hui, cette action-là ne serait pas une action qui émane volontairement des acteurs de la CEDEAO. Ce serait une action qui s'inscrit dans la dynamique de ces autres actions des pays occidentaux qui, lorsqu'ils sont en difficulté dans une situation, utilisent ces mécanismes que j'appelle souvent des mécanismes d'infiltration et de pénétration et à l'effet, n'est-ce pas ici, de déstabiliser les dynamiques révolutionnaires. Donc, pour ma part, je pense que cette aide financière-là s'inscrit dans cette logique de participation, de rapprochement, d'infiltration à l'effet de déstabiliser la dynamique révolutionnaire qui, sur le terrain, met en difficulté les intérêts des pays occidentaux. Parce que vous savez que, du point de vue, n'est-ce pas ici, historique, les pays occidentaux tirent leur intérêt de l'Afrique à partir du moment où cette Afrique est dans le chaos, est divisée, est dans la pauvreté, est dans la misère. Donc on ne saurait aujourd'hui penser la libération du continent africain en faisant fi de cette division du travail, de ce que Samir Amir appelle la dialectique centre-périphérie. Donc aujourd'hui, on doit comprendre que avec la dynamique révolutionnaire que les États de l'AES ont décidé d'expulser sur le terrain, cette dynamique-là ne pourra pas se passer comme un coup d'épée dans l'eau. Ça ne va pas se passer sans soulever, n'est-ce pas, ici, des révolutions. Parce que de l'autre côté, des acteurs vont travailler aussi pour essayer de rehausser, n'est-ce pas, leur influence et leur intérêt. On doit davantage connaître et intégrer que le financement Madame Siké, jusqu'ici, n'a pas été et ne se présente pas ou n'a pas toujours été l'outil le plus important de lutte contre le terrorisme. Parce que si on veut rester sur la grille historique, on va bel et bien se rendre compte que l'Afrique
a reçu jusqu'ici des sommes d'argent aussi colossaux en termes de lutte contre le terrorisme. Si on essaie d'évaluer ce montant-là, je pense que le terrorisme aujourd'hui serait éradiqué du sol africain. Donc, pour ma part, moi, je pense que le financement sans volonté des acteurs au préalable ne sert à rien. Il faudrait d'abord que les acteurs qui s'engagent à lutter contre le terrorisme montrent d'abord leur volonté d'éradiquer le terrorisme sur le terrain. Et c'est là où le problème se pose aujourd'hui. On se rend bel et bien compte que dans cette diversification des partenariats traditionnels et historiques que l'Afrique avait jusque-là privilégiés, il y avait des puissances, des pays qui n'étaient pas sincères dans leur accompagnement, dans leur partenariat. On avait des pays qui se transformaient sur le terrain comme des adjuvants du terrorisme. On ne va plus revenir ici sur des preuves que le Mali a réuni dernièrement. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, les autorités du Sahel doivent, n'est-ce pas, ici être prudentes. Elles ne doivent pas se laisser, n'est-ce pas, manger par cette stratégie européenne, parce que moi, je suis convaincu que derrière cette proposition de financement se cache l'Union européenne, ou du moins la France fondamentalement. Donc, moi, je suis de ceux qui pensent que les États du Sahel devraient dire non à cette aide financière, parce que l'aide financière participe à vous tenir. À partir du moment où vous allez accepter cette aide financière-là, on va revivre les mêmes scénarios que nous vivons quotidiennement. On vous dit que, ok, voici comment vous allez orienter les actions sur le terrain. Et voici ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il ne faut pas. Utiliser cet argent. Absolument, absolument. Or, aujourd'hui, on n'a plus besoin de ce genre d'orientation. On a besoin aujourd'hui, n'est-ce pas, d'une stratégie totalement autocentrée et souveraine qui s'attaque véritablement au terrorisme. On voit comment les autorités maliennes ont récupéré Kidal dernièrement. Ce n'était pas avec l'aide financière européenne, française, encore moins de la CEDEAO, du Burkina Faso. Donc, ça montre qu'en réalité, si ces autorités du Sahel ont excellé jusqu'ici, sans toutefois utiliser les fonds de ces organisations d'intégration sous-régionale, elle peut, n'est-ce pas, continuer son combat et réussir sans accepter ces 1,9 million de dollars que la CEDEAO est en train de brandir. Donc, derrière ce financement se cache une stratégie. C'est un appât d'entrée que cette organisation-là veut utiliser pour infiltrer les autorités de l'AES et de l'AES à l'effet, n'est-ce pas, de briser leur dynamique révolutionnaire qui est jusqu'ici en train de porter les fruits. Donc, moi, je suis tout simplement un analyste. Ce sont des hauts stratèges qui sont à la tête de ces trois États-là. Au moment où elles sont organisées, ils sont organisés, n'est-ce pas, ici dans ce projet de fédération de ces trois États-là, il est important qu'ils ne s'embarrassent pas des actions qui pourront, n'est-ce pas, ici, participer à diluer leur dynamique révolutionnaire. Merci Sango. C'est vrai, on a quand même du mal à penser que, puisqu'on dit, on pense que si cette aide, comme on l'a dit sur ce plateau, est accompagnée de conditions, cela ne devrait pas justement accepter. Mais on voit mal quand même les dirigeants de ces États, aujourd'hui, lorsqu'on regarde leur parcours, se plier justement à certaines conditions. A contrario, on a parlé justement d'un sommet qui sera assez décisif, de la CEDEAO qui se prépare. Est-ce que cette offre de la CEDEAO ne laisse pas un peu, ne donne pas un peu le ton de ce qui pourrait se dire ou ce qui pourrait être arrêté lors de ce sommet? Parce que si on veut aider, effectivement, on reste dans le cas où si on veut plaire, si on veut séduire, est-ce que cela n'annonce pas aussi quand même peut-être une certaine levée de pied en ce qui concerne les décisions de la CEDEAO? Oui, je pense que c'est un indicateur important. Oui. C'est un indicateur important qui montre aujourd'hui que, du point de vue du rapport de force, la CEDEAO est dans une position, n'est-ce pas, ici de faiblesse. La CEDEAO est en train de fléchir. La CEDEAO est en train de comprendre qu'elle ne peut pas tenir tandem avec cette nouvelle stratégie
que ces 3 États de l'AES sont en train d'implémenter sur le terrain. Parce que à travers cette action-là, la CEDEAO a compris que, ou est en train de comprendre que c'est même sa survie qui est en train de se jouer. Parce que en réalité, on doit également savoir que pour qu'il y ait une sorte de dynamique durable de lutte contre le terrorisme dans cette sous-région-là, il faut qu'à l'état actuel des choses, que les organisations comme la CEDEAO disparaissent, ou du moins ne comptent plus pour lutter contre le terrorisme. Et c'est dans cette logique-là que s'inscrivent les 3 États de l'AES à travers le Liptako-Gouma, parce que ils ont déjà réussi à tuer une de ces organisations-là qui était jusque-là orientée vers ce fonctionnalisme impérialiste, à savoir le G5 Sahel. Vous savez qu'aujourd'hui, le G5 Sahel ne représente plus rien. À partir du moment où les 3 grands pays importants ont claqué la porte, je ne pense pas que du point de vue géographique, le Tchad et la Mauritanie pourraient faire revivre le G5 Sahel. Donc, ce qui est vrai pour le G5 Sahel peut aussi l'être pour la CEDEAO. Donc, votre question est totalement importante parce que derrière cette proposition financière, on voit déjà ce qui pourra être dit à cette session extraordinaire ou ordinaire qui est en train de se peaufiner à l'horizon. On risque, n'est-ce pas ici, de nous orienter vers la levée de ces sanctions qui pèsent encore sous la tête. Alléger les sanctions. Ou alléger ces sanctions-là. Mais du moins, ce qu'on puisse dire, il faudrait qu'on sache que ce sont des mécanismes de saupoudrage. Ce sont des mécanismes, n'est-ce pas, de saupoudrage qui ne participent pas, à mon avis, à résoudre le problème du point de vue, n'est-ce pas, de sa cause épicentrique. Aujourd'hui, si les pays africains veulent en découdre avec le problème du terrorisme, avec l'insécurité et même le problème du développement, parce que les deux vont ensemble, il est important de s'attaquer à ces moteurs qui font fonctionner ou qui entretiennent ce sous-développement, ce terrorisme-là. Et parmi ces moteurs-là, Madame Siké, figurent bel et bien les organisations d'intégration sous-régionale africaines à l'état actuel des choses. Parce qu'il faut dire que, du point de vue, n'est-ce pas ici, développementaliste, le processus d'intégration comme celui du régionalisme sont des méthodes, des stratégies de développement. Aujourd'hui, on ne peut pas penser l'Afrique sans organisation d'intégration sous-régionale. Mais il faudrait donc que ces organisations d'intégration sous-régionale-là ne soient pas des entités réductionnistes du fonctionnement de l'impérialisme et de la colonisation telle que nous vivons aujourd'hui. Il faudrait que ces organisations d'intégration sous-régionale soient des éléments, des outils importants calqués aux réalités africaines pour penser et défendre les intérêts du continent africain. Regardez par exemple comment fonctionne l'Union européenne. L'Union européenne travaille pour les intérêts de l'Europe et rien que pour les intérêts de l'Europe. L'Union européenne est autonome. Elle pense ses stratégies autonomes de développement. C'est ce que les Africains devraient aussi savoir aujourd'hui pour comprendre que on n'a plus besoin des infiltrations, on n'a plus besoin des dictats, on n'a plus besoin des parrains, des paternalismes dans nos rapports interétatiques. On a besoin d'une collaboration, certes, mais une collaboration qui se veut sincère et respectable des uns et des autres. Donc, pour ma part, je suis d'accord avec vous. On risque de nous acheminer à l'allègement de ces sanctions-là, voire même à la levée de ces sanctions-là, pour essayer encore de redonner un peu de confiance à ces autorités de l'AES Sahel pour qu'elles comprennent un peu, peut-être que la CEDEAO peut, pour qu'elles essaient un peu d'intégrer encore dans leur subconscient que la CEDEAO peut encore leur apporter quelque chose. Mais je vous ai dit que du point de vue stratégique et opérationnel, l'Afrique doit penser sa libération pas avec la CEDEAO, pas avec les organisations d'intégration sous-régionale telles qu'elles fonctionnent actuellement. Merci une fois de plus à vous, Dr Sango. N'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.